bonjour à tout le monde. Je commence d'abord à remercier le Réaxo pour la confiance qui est faite là, sur les sessions de simulation chaque année. On m'a fait quand même un petit cadeau vache parce que c'est une thématique un peu délicate, hein. En simulation, c'est un peu la thématique qu'on n'aime pas trop aborder parce qu'on va parler anticipation. Concrètement, on va préparer les équipes, anticiper un plan d'action, préparer le matériel. On aurait pu parler de préparer le leader, pour ceux qui connaissent les techniques d'optimisation du potentiel qui sont utilisées dans la médecine militaire, si on veut aller ailleurs qu'un le secours en montagne. Et donc, on va parler de tout ça. Et donc, probablement, vous allez être un peu frustrés parce que vous allez vouloir parler technique en permanence. Et nous, je compte sur mes brillants modérateurs pour revenir sur l'idée aujourd'hui. Donc, c'est du facteur humain en santé qu'on va discuter. Et donc, la deuxième difficulté de ce topo, c'est on m'a parlé à moi. Moi, je travaille en CHU et au centre hospitalier universitaire, on est Trauma Center. Et probablement dans la salle, personne ne travaille, ou il y en a quelques-uns qui travaillent au CHU, mais probablement pas la majorité. Pour autant, on partage un modèle mental et c'est ce qui fait que quand vous recevez un patient traumatisé sévère, alors soit qu'il soit directement en montagne et c'est le SAMU qui doit avoir cette connaissance, soit vous en périph' parce que le patient, il vous est arrivé dessus un peu vite. C'est en partageant ce modèle mental que vous allez transférer le patient vers le trauma center au plus vite en faisant du damage control s'il y a lieu de le faire. Donc finalement, tout le monde s'y retrouve. Anticiper des situations compliquées, briefer des équipes avant de prendre en charge un patient complexe. Et la notion de traumatisme sévère, mine de rien, ça nous concerne tous, sachant que traumatisé, il peut s'aggraver secondairement et vous pouvez être amené à le transférer en trauma center aussi. Donc là, ce que vous allez voir, c'est 2 vidéos pédagogiques. Une vidéo pédagogique, ça veut dire, vous avez bien compris, on a focusé sur l'idée de vous montrer ce que c'est un plan and prepare, donc l'anticipation de l'accueil d'un patient polytraumatisé, traumatisé sévère, en déchocage d'un trauma center. Et ensuite, ce patient, on va aller le suivre, on va l'amener au bloc opératoire et la thématique qui va nous suivre, c'est qu'il sera un choc hémorragique. Donc c'est un peu ce patient là, que nous on appelait Monsieur Montagne qui va suivre les 2 unités. Et donc on s'est vraiment focusé sur cette partie de la prise en charge qui est l'accueil du patient. Vous allez voir un peu le patient, mais vous allez probablement être très frustré parce que vous avez envie de parler technique. Et nous on va parler vraiment de tout ce qui est avant. Voilà, donc en 10 minutes, alors 16 minutes puis 10 minutes, on résume pas 1 heure de prise en charge au déchocage, même si vous essayez toujours de faire moins qu'1 heure, on est bien d'accord, mais ça a un certain délai de prise en charge, et encore moins 3 heures de prise en charge d'un choc hémorragique sur X lésions. Clairement, ça suffira pas, donc ça va être très accéléré, et l'idée, ça va être vraiment de discuter humain, facteur humain là-dessus. Voilà, s'il y aura des questions techniques, ça tombe bien, on a le professeur Mouza qui va donc passer sur la partie technique et qui va probablement répondre à beaucoup de questions sur le comment. Nous, ça va être le comment, mais sur le management de l'équipe. Voilà, donc la première session, premier film, l'accueil de ce patient au déchocage du CHU de Toulouse. Ah, le SAMU. Allô? Oui, bonjour, c'est Nicolas Boumazar au SAMU. Oui, bonjour, Véronique Ramona au déchocage. Bonjour Véronique. Juste pour te prévenir, j'ai un SMUR qui vient de partir en hélico Oui, sur un monsieur qui est en une chute de 10 mètres en faisant de l'escalade. d'accord. Il est au-dessus des Spingo, il est inconscient à l'appel des témoins. Inconscient. Et donc chute de 10 mètres. Donc potentiellement pour vous, le SMUR est parti là maintenant et il y a environ un quart d'heure de vol. D'accord. Je te rappelle avec le bilan SMUR. Avec le bilan SMUR. Eh bien, écoute, parfait. Allez. On se prépare, hein. Merci Nicolas, tout est là. Oui, Cécile Sévéro, je viens de recevoir un coup de fil du SMUR Montagne. Ils ont un jeune patient qui a fait une chute d'escalade de 10 mètres et qui est inconscient. Donc c'est juste la préalerte, je vais avoir un bilan SMUR dès qu'ils seront sur les lieux. Mais j'aimerais quand même, tu vois, parce que comme on a 3 patients au déchoc, j'aimerais qu'on libère le patient de la 22 qui est attendu en réa assez rapidement. Ça nous laissera un jeu de boxe dispo, ok?
Oui, voilà, appelez les infirmières. Moi, je m'occupe d'appeler Stein, le réa d'astreinte. D'accord? Ok, merci. Ah, le SAMU. Allô? Oui, Véronique, c'est Nicolas. Je te rappelle pour le monsieur là dont je t'avais parlé tout à l'heure. D'accord, J'ai le quel bilan bilan Simur. complet? Ouais, tout Ok, à fait. je t'écoute. Donc, c'est monsieur Montagne Michel, montagne comme une montagne, 43 ans. C'est un grade A sur un TC grave. Ce monsieur, donc, est tombé de, en effet, une hauteur de 10 mètres à 10 heures. Il est Glasgow 7, Y1, V2, M4, sans mouvement pupillaire. Une tension qui est maintenue à 11,7. Respi, il est à 100% sous 15 litres mis par les pompiers de principe. Et fréquence cardiaque à 110. Donc il a un choc index à 1 quand même. Ouais. Ok. Au niveau rachis, on n'a pas de signe de lésion médulaire évidente. Au niveau thoracique, à l'auscultation, rien de particulier. Au niveau de l'abdomen, il y a des dermobrasions. Au niveau du bassin, le médecin SMUR sur place là, a une évaluation un peu douteuse. Il grimaçait à la palpation du bassin. Et au niveau des membres, on a une fracture du fémur droit fermé probable et une fracture ouverte de la cheville droite non déplacée. Pas de signe ischémique. Hein? Pas de signe ischémique. En fast écho, il a rien de notable hormis un hémopéritoine probable uniquement dans le cul-de-sac de Douglas. Pas de péricarde, bon glissement pleural, pas de thorax et au niveau Morrison et Keller, il n'y a rien. Il a eu une mise en place de 3 voies veineuses périphériques. Il avait déjà sa minerve cervicale rigide qui avait été mise en place par les SP. Une ceinture pelvienne devant le doute sur le bassin. Il a été tracté sur le fémur. Non garrotté parce que pas d'hémorragie sur la cheville. Il a été sur le crâne grave intubé, ventilé avec une ISR, Keta, Cello et un relais hypno-SUF, puis une curarisation Nimbex. Sur le plan hémodynamique, pour l'instant, ce que je te disais, pas instable. Donc il a un 500 de NaCl qui court, pas d'osmothérapie. Il a eu 1 gramme d'hexacil et 2 grammes d'augmentin. J'ai un MOQ qui est à 11,8. D'accord. C'est bon pour toi? Ok. T'as la place, je peux te le faire venir. Il n'y a pas de souci, Ouais. on a fait la place. Il va décoller là le temps de conditionner dans 10 minutes. D'accord. On va compter minimum 45 minutes, probablement un peu plus d'1 heure. D'accord. Est-ce que tu pourras me faire un bilan dynamique à l'arrivée sur la DZ? Parce que comme il est relativement Ouais. instable avec l'hémopéritoine, l'hémoQ qui est bas et le choc index à 1, Ok. j'aimerais bien avoir un dernier bilan 20 minutes avant votre arrivée sur la DZ de Toulouse, ok? Très bien, mais je transmets au médecin SMUR qui te passe un coup de fil quand il pose. Ok? D'accord, ça marche. Allez, merci. Merci. Donc, je viens de recevoir le bilan SMUR du monsieur là, qui a eu l'accident en montagne. Donc, c'est monsieur Montagne, Michel, 43 ans. C'est un grade A avec un TC grave sans mouvement pupillaire. Mais on va commencer à se préparer, donc on va préparer le box. Ouais. Bon, comme d'habitude, hein, on va échographe allumé, etc. On va se mettre les kits au cas où, mais on ne les ouvre pas pour le moment. Le fluido, on n'ouvre pas non plus, on attend d'en savoir plus. Il a un fémur aussi fermé qui est tracté, une cheville non déplacée sans ischémie. Et il a 3 VVP, une minerve, voilà. Si on commence à se préparer? Allez, donc moi ce que je te propose Rémi, c'est que là il y a de l'ortho, il y a du crâne et il y a du digestif. Donc je te propose que tu appelles les 3 spécialités. Et moi si tu veux j'appelle les radiologues pour avoir le scanner de disponible. J'appellerai les manip radio aussi pour qu'ils fassent, s'il devient instable, comme il y a un doute sur le bassin, qu'ils fassent la radio au lit. Et j'appelle le bloc des urgences pour qu'il libère un bloc. Il arrive dans 45 minutes. D'accord. Véro, j'ai eu les 3 chirurgiens. D'accord. Les neurochirurgiens sont en attente de votre retour. Les chirurgiens, ils ont quelqu'un de prêt pour venir si besoin en urgence. Ils sont en gueule, mais ils ont quelqu'un de prêt. Et les orthos, pareil, sont sur place si besoin. D'accord, très bien. Moi, j'appelle le bloc. Oui, bonjour, c'est Véro au déchocage. Oui, c'est qui?
D'accord, bonjour Marion. Je t'appelle parce qu'on va recevoir un prolitro dans 45 minutes, qui probablement aura besoin de bloc, puisqu'il a au moins un fémur fermé, un doute sur un abdos et un doute sur un bassin. Donc je voulais savoir si toi tu pouvais avoir une salle libre. Oui, les chairs sont au courant, ouais. Ouais, je vais appeler les radiologues là. Alors pour l'instant, il est relativement stable, mais il est un peu inquiétant sur son MOQ qui a 11,8. Et il a un choc index à 1 quand même, tu vois, donc il est quand même inquiétant. J'ai pas lancé le protocole de transfusion massive pour le moment, mais je vais avoir un bilan dans 20 minutes avant son arrivée. Donc je te rappelle, moi, 20 minutes avant son arrivée. Merci à toi. Et peut-être radioembolisation pour le bassin, ouais. C'est pour Monsieur Montagne. C'est sur la DZ là? Je viens de poser là. D'accord, dis-moi. Bon, il s'est dégradé sur le plan hémodynamique, clairement, D'accord. monsieur, pendant le vol. Ouais. Donc on lui a passé 2 culots et un plio. D'accord. Et on lui a introduit de la NAD. Là, je suis à 7 mg/h obligatoire pour avoir une systolique à 70. D'accord. J'ai remis un coup d'écho là juste avant de poser. Maintenant, à la face, il a du jus dans les 3 cadrans. Ah, tu penses que c'est l'abdos qui saigne? Mais j'ai l'impression que c'est l'abdomen. D'accord. Voilà. Au niveau de la jambe et tout ça, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas d'extériorisation de sang sur la cheville. Donc voilà, là, 7 mg/h, je suis en train de monter et on arrive rapidement. D'accord, mais À de écoute, on se prépare. Merci, Cyril. Je viens d'avoir le bilan SMUR, il vient de constater la DZ. Le patient est là dans 20 minutes et il a drôlement changé de profil. Soit l'abdomen, soit le bassin. Il faut qu'on fasse venir immédiatement les manips radio pour qu'ils dédouanent ou pas le bassin. Et en fonction, on établira une stratégie. On va commander 3 kg et 3 PFC déjà congelés. On devrait pouvoir les avoir dans les 5-10 minutes. Normalement, on les monte direct sur le Clio. Peut-être qu'il faut qu'on ouvre un KTA au cas où on n'ait pas de tension. Pour l'instant, il y a encore 70 de PS. On va commencer à se... Tu veux qu'on prépare sur un adaptable déjà pour Ouais, voilà. Ouais, c'est pour le moniteur. Je vais la revider en même temps. Les dons d'urgence aussi. Ouais, on va préparer les dons d'urgence, la NAD. Les VVP, a priori, ils ne m'ont rien dit, donc je pense qu'elles doivent être fonctionnelles, Okay. donc on n'a pas besoin de VPC pour la transfusion. Et moi, je vais appeler les chirurgiens pour qu'ils viennent de suite, immédiatement. Je vais rappeler les radios interventionnelles. Et qui c'est qui appelle les manips radio? Tu peux les appeler, Sandrine? Allez, on est là. Bon, j'ai plus... Ouais, on va le penser. J'ai plus de tension. Hein. J'ai toujours un coup moral silent. Du coup, plus de SAT non plus, mais il n'était pas détenu sur le plan respiratoire. Je pense pas que ce soit... je pense que c'est vraiment hémorragique. Je peux pas sur le plan neurogénique, les pupilles n'ont pas bougé. Là, on est monté à 10 mg/h de NAD. J'ai un hémocu qui est contrôlé à 8. D'accord. On a passé les 2 plots, les plios. Là, il faut pouvoir remplir. Là, essayer de faire pour une compression. Hein. Voilà. Donc je pense qu'il saigne de manière importante sur le ventre a gonflé là, donc je pense que vraiment il saigne de manière importante sur le ventre. Tu verras à la tête? Ouais, je me mets à la tête. Attendez 2 secondes. Ok, on va. On remplit à fond. Ouais, continuez par la compression là, parce qu'il est vraiment vide. Ça, on est déjà donné pour le chien? Non, je l'ai juste, il vient d'arriver sur la radio arrive. D'accord. Ok. Donc Cécile, tu mettras le sang Oui. des transfusions. Ok, je suis bien. On est prêt? 1, 2, 3. Parfait. On le décoquille? Faut décaler le repas quand même. Continue à... Pas enlever le soufflier maintenant, Ok. on va se desserrer. Très bien. D'accord. Ouais. Tu veux récupérer tout ça? Ouais, Cécile, tu te mets à la transfusion. Continue à contrôler le pouls, moi quand même, qui garde qu'il n'y a rien. Est-ce que je vais transférer sur le... Tu peux le stopper? Je le transfère sur le respi de l'AREA. Après on fait trop. Tu veux des étiquettes aussi? Tu vas te mettre au KTA parce Ok. qu'on n'a plus du tout de... les étiquettes. Il a toujours un pouls, hein, il est tachycarde à 150 de pouls, je pense. Et puis là encore aussi bien. Et moi je me mets à la face.
Les mamie Prado, est-ce qu'ils sont là? Quand quelqu'un vous appelle, Je lance une tension. Je sais pas si je dois venir. On va monter la navette, c'est Voilà, alors on fait un peu. ça peut l'entendre pour le. C'est bon, tu la vois à la terre. Hein? Tu l'as vraiment. Là, je te mets une petite. Un repère. Hein? Je te mets un repère complet. Pour le resting, pour leur libérer de la place. Les pouces, on vous laisse les pouces sur le patient. Sylvie, regarde, il y a. Ouais. Je sais pas si t'as vu autant d'eux. Pardon. Non, ça continue à augmenter. Hein. Ouais. Marion, c'est toi qui as fait les plans. Phénoménal. Ouais, attends, je finis le smoker. Sinon, le bilan est pris, tu peux On met les étiquettes. Ouais, C'est major, hein. Ouais, ça se majore. Une question que Donc, l'arrivée à 4T. là, j'ai quoi? J'ai une 4 qui passe très bien. Le volinage, le gros calibre, ça c'est la noradrénaline, on devrait de 10 mg par millilitre. Peut-être on vous la laisse comme il est instable. Ok. Vous aurez le Bon, switch au après. niveau péricardique et cardiaque, Moi, j'avais rien ça va. tout à l'heure. Moi, j'avais non plus. Ouais. Je te fais un temps. Je peux passer des versions exposées. La main, tu la survois seule. Au niveau pleural, il y a un fémoral. Ça va être moral. Les lignes B de ce côté. Et moi, Alors, c'est combien? de l'arbre de 30 millilitres. Et de l'autre, je prends Un B10, un B2. il a une conduite margine majeure. Ouais. Je peux pas faire mon mal. Il y a la place sur la. Oui, là, il y a le place. Je fais le repère en j'allais super. C'est dans mon péritoine, la transfusion, Tony ou Cécile? Je vais le lancer. D'accord. Donc, Donc, on a une voix, le voix. Ouais, Ça oui. donne là avec. Marie va passer, tous les voix, ils sont bonnes. Là, c'est pas une hémorragie externe. Oui. C'est la radio. C'est la radio avant capter, Véron. Oui, et le Ouais, ouais, la radio va se faire au moins. Véron, nous on va sortir pour nous libérer de la place parce que j'ai l'impression que j'entends un peu. Donc, le bassin est normal. Donc, c'est vraiment l'abdomen. Allez, ça y est, c'est envoyé sur le fil. D'accord. Sur le fil, pardon. Pédo. Donc, la transfusion est lancée. Est-ce qu'il se ralentit un peu? Est-ce que. Et 36,5, je remonte. Ouais, la retour. la pression monte un petit peu. Hop. 82 pas. Hein. Au niveau des transfusions, il est les 3 grammes de fibrilla. Ils sont prêts, il faut les Tu peux les passer 2 grammes de calcium. Vous les avez préparés là Oui, c'est fait, mais j'ai que 2 mois qui vous j'en pose une autre. Non, là on n'a pas le temps, en plus là il y a un choc hémorragique. Hein. Comme tu as arrivé à la roche, oui. C'est parce que je fais 2 pour arrêter. Tac, pas pour le bilan. Et là il y a déjà 2 kilos de BC qui sont passés, c'est ça. Ouais. Et tu peux lancer les plaquettes tout de suite après. D'accord. Pour le bilan, s'il te plaît. Oui. Pour le bilan. Pour le 4 heures, tu diras ça. Ouais. Pour le bilan. Bon les filles, on est presque à la fin de la transfu là. Et on n'a pas... Le patient est toujours très instable. Hein. Donc ce que je vous propose, c'est que dès que la transfu est passée en mode direct, est-ce que ça va être tout le monde? D'accord. Comme on l'a dit. Donc on finit les 3 grammes de plaquettes et on part au direct. Sandrine, tu peux aller développer là là-dessus. Je vous mets la tête. J'en
profite juste pour faire un énorme merci à toutes ces équipes qui ont participé à la réalisation des vidéos. C'est tous des gens fantastiques. Vous avez bien compris que ces gens-là, on leur a juste présenté le cas et ils ont déroulé le scénario avec malgré leur expertise, toutes les difficultés qu'il y avait. Donc forcément, il y a des choses à dire. Merci beaucoup. Je vous propose, est-ce qu'il y a des réactions, commentaires sur les deux premiers topos, à la fois secours en montagne et cette simulation donc, de l'arrivée du patient polytraumatisé en salle de déchocage? Oui, il y a une question. Si on peut apporter un micro. Tu peux avoir un micro. Oui, je faut qu'il arrive. Le micro arrive. Il descend. Une petite question de non-spécialiste de secours en montagne. Pourquoi vous privilégiez la thoracostomie à l'exsufflation sur un pneumothorax en montagne? Peut-être, Philippe, tu peux venir peut-être ici avec nous? Bon, c'est très simple. C'est parce que quand vous mettez un cathé avec la différence de descente, d'abord le cathé peut se plier, et puis quand vous descendez, un hémopneumo, et ben, il va récidiver. Alors qu'en thoracostomie, vous mettez un doigt, ça fait 1 centimètre, vous mettez un pansement qui est fermé sur 3 côtés, vous laissez un côté qui est libre, et quand on monte, on descend, il n'y a aucun problème. Ouais, mais non, mais bien, enfin bon, sur un pneumothorax, ça dépend si c'est incomplet, pas incomplet. Enfin, de toute façon, on fait une pleuropume, donc on sait très bien. Et après, nous, c'est dans la descente. Il faut quand même prévoir. Donc, si vous laissez qu'un cathé, bien souvent, s'il y a du sang et tout, ça se bouche. Et il n'y a plus aucune... Enfin, ça marche plus du tout, quoi. Donc, vous descendez, vous pouvez avoir un pneumo suffocant avec un déplacement du médiastin de l'autre côté, et avec un malade qui va arriver dans un état beaucoup plus grave à cause du pneumo suffocant. C'est pour ça que nous, on est plus thoracostomie, qui est plus simple à poser. Un autre commentaire sur la prise en charge initiale. Est-ce que, parce que je trouve que c'est vraiment un gros progrès, je pense que Pierre en parlera, mais est-ce que vous précommandez avant l'arrivée du SAMU des culots O négatifs pour pouvoir tout de suite embrayer sur une transfusion si c'est nécessaire? Mais c'est ce qui fait partie pour le coup, là, on l'a vu, hein, ils anticipent le diagnostic de choc hémorragique et en fait, ils déroulent leur algorithme de prise en charge d'un polytraumatisé en choc hémorragique. Et on a vu voilà, une commande anticipée de produits sanguins. Donc voilà, et ça, un des éléments que vous avez probablement pas vu et qui est pas assez visuel, hein, c'est qu'il y a l'utilisation de checklists et de protocoles d'accueil des patients traumatisés sévères. Et en fait, voilà, la SFAR a déjà beaucoup travaillé là-dessus et a proposé des algorithmes très bien faits qui, bien sûr, aiguillent les équipes. Et en plus, il y a des protocoles locaux, notamment, vous avez vu cette organisation, en fait, les timings entre l'arrivée à la DZ, qui est l'arrivée de l'hélicoptère, et l'accueil du déchocage, tout ça, c'est timé, en fait. Et donc, en fait, en fonction de vos accueils, vous n'avez pas les mêmes contraintes. Moi, j'ai une question toute bête. Il y a une quantité d'informations extrêmement importantes là. Il y a le fémur à droite, l'orteil à gauche, tout ça. Et quand on le regarde comme ça, c'est la vraie vie, parce qu'en fait, on a toutes ces informations. C'est assez choquant en fait de se dire qu'est-ce qui est vraiment pertinent là de toutes ces informations. Est-ce que le SAMU il a besoin d'expliquer au médecin qui va recevoir le malade toutes ces informations? Peut-être avec Pierre ou avec vous, peut-être, ou avec toi, Jacques, qui fait de la traumato depuis, je ne dirais pas combien d'années, mais comment vous avez réfléchi sur qu'est-ce qui est pertinent à transmettre? Est-ce que c'est le niveau de gravité? Est-ce qu'il y a des lésions qu'il faut forcément transmettre entre les équipes hospitalières et intra-hospitalières? C'est moi qui commente. D'abord, c'est vrai que c'est une transmission qui est très longue. Ensuite, c'est toujours difficile de faire l'équilibre entre une transmission longue et une transmission où il y a rien. Ça arrive parfois, hein. On dit: «Tiens, on te l'amène». Ah bon? Et du coup, je trouve que c'est intéressant. Je sais que Tobias Gauss, il a travaillé sur un algorithme donc que l'on peut remplir et vraiment des questions très ciblées. Et je pense que c'est important. Et en particulier, donc,
avec Sophie Amada, on avait mis au point le red flag qui vraiment permet, si on a 2 items sur 5, en prenant la pression artérielle, le choc index, le fracture du bassin, intubation, qui permet de, en tous les cas, nous à l'hôpital, de se dire, bon, ok, je vais avoir vraisemblablement, je vais avoir à faire face à un choc hémorragique. Et donc, ça nous permet d'anticiper et de préparer nos équipes comme vous le faites dans le film. Donc, je pense qu'effectivement, il y a un travail à faire avec le préhospitalier sur, c'est vraiment les mots-clés d'une transmission. C'est quelque chose qui est très important parce que ça permet d'être efficace, de ne pas perdre du temps et de savoir exactement où on va tous. Je ne sais pas si Philippe, tu veux commenter? Ouais, alors nous, à Grenoble, on travaille beaucoup sur l'ABCDE. Donc quand on fait la transmission au médecin du SAMU, ben, on déroule le ABCDE. Donc ça donne une idée initiale. Et pendant le transfert, si jamais le malade s'aggrave, c'est pas quand l'hélico se pose qu'on fait un autre bilan, mais on fait un bilan dynamique au SAMU pendant le vol. Donc ça, c'est assez intéressant. Et éventuellement, comme maintenant on est dans des hélicos qui sont bien, pas comme l'Alouette, hein, dans les EC145, on a la place, on peut refaire l'écho, vérifier comment il est. Si on a augmenté la nord-adresse, voilà, on passe un contre-bilan, donc en bilan évolutif au SAMU, et comme ça, ils préviennent des chocs. Et quand on se pose, on fait encore un autre contre-bilan s'il s'est aggravé. Moi, je pense qu'il y a un truc intéressant. Les gens qui transmettent l'information, souvent, ils transmettent ce qu'ils ont vécu. Et en fait, c'est souvent peu pertinent pour les gens qui reçoivent l'information. Et en fait, les gens qui transmettent une information doivent se demander de quoi a besoin la personne qui va recevoir ce patient plutôt que... Alors, c'est impressionnant, parfois il y aura des circonstances de l'accident, mais en fait, objectivement, celui qui a eu des chocs, c'est moins important que celui qui a pris en charge. Alors que ça reste très souvent transmis. Et ça, je pense qu'en fait, il faut vraiment s'habituer de quoi a besoin le médecin qui va recevoir ce patient comme information pertinente. Et c'est pas facile, hein, c'est un vrai effort, mais il faut arriver. Ouais, moi je pense qu'en tous les cas, pour moi, mon expérience sur Paris, je pense que c'est important de travailler plus préhospitalier, hospitalier. Je pense que souvent, on travaille pas assez ensemble et on travaille pas assez en réseau. Et on pourrait nettement améliorer les transmissions, ce qui est un élément très important de la prise en charge du patient.